Arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, retour au direct. Et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec Mohamed Atroudi. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour à vous, bonjour à vos éditeurs. Il faut bien préciser à notre auditoire que M. Mohamed Atroudi est chercheur en relations internationales et stratégiques associé au SEGPA, au CAPE et à l'AJP, consultant et analyste en politique étrangère et en géopolitique appliquée au monde arabe et candidat à la Cour constitutionnelle tunisienne. Comme vous le savez, M. Troudi, la situation au Maghreb et notamment en Algérie, une situation confuse où le mandat de M. Bouteflika est bientôt fini et on continue sans avoir des élections parce qu'il y a un report qui a été déclaré et la situation devient complexe. Sauf que l'Algérie est limitrophe aussi avec la Tunisie et on aimerait bien avoir votre éclairage sur ce qui se passe sur la frontière tuniso-algérienne ou algéro-tunisienne, bien entendu sécuritaire, mais aussi, bien entendu, aussi politique. Très bien, monsieur donc, Abdelatif. Merci beaucoup donc, pour cette invitation. Donc, j'en suis ravi de pouvoir apporter donc, quelques éclairages, donc, sont toutes modestes, donc, à la situation qui se passe entre les deux pays frères, donc, qui ont en fait un destin organiquement lié, donc un destin commun. Et donc, de part, bien évidemment, cette promiscuité, mais en même temps, cette proximité, justement, donc, pas simplement donc géographique, mais également historique et donc, je dirais même identitaire. Donc, il y a effectivement donc le lien, il y a un lien à faire entre donc la notion de la sécurité algérienne et celle de la Tunisie, qui sont donc à ces moments liés. En fait, pour l'Algérie, les problèmes se posent justement surtout d'un point de vue sécuritaire. L'Algérie, bien évidemment, on peut dire un petit mot sur ce qui se passe donc sur le plan donc politiquement correct, quoi. Je veux dire, parce qu'on est vraiment dans une situation complètement confuse. Vous avez dit, je pense que le mot n'est pas très fort. Moi, je parlerais peut-être d'une situation plutôt ubuesque. Ubuesque dans le sens où, effectivement, on arrive franchement donc peut-être donc à l'extrémité, au paroxysme de ce qu'un peuple peut se porter en termes justement donc d'absence donc de minima, donc de respect donc à la souveraineté donc populaire. Et quand on sait que le peuple est seul dépositaire de cette légalité, dans ce targetant, effectivement, les dirigeants donc algériens, dont se targetant l'armée algérienne, donc c'est pas toujours au nom des peuples, mais en vérité, ce peuple, il est très très mal représenté et très souvent effectivement oublié, laissé pour compte. Je crois qu'aujourd'hui, la situation algérienne est plus que compliquée, et je crois que l'Algérie a atteint, à mon sens, un tournant très grave, où l'Algérie deviendrait véritablement un pays, donc démocratiquement parlant, très très intéressant, qui donnera effectivement un exemple certainement à suivre, surtout pour la Tunisie, donc voisine, et pourquoi pas pour donc le Maroc, ou dans le cas d'opposition, effectivement, ça serait effectivement je dirais un chaos généralisé qui risque, bien évidemment, quand on le couple avec les difficultés économiques que connaît donc le pays aujourd'hui. Je vous rappelle quand même, le baril de pétrole est en baisse donc quasi historique depuis à peu près donc 2011. On a aujourd'hui donc un baril autour de 50-55 donc dollars donc le baril. L'Algérie a besoin en tant que pays rentier exclusivement donc basé à plus de 95% sur l'exportation du pétrole et du gaz, donc a besoin en permanence, je dis bien en permanence, d'un baril à hauteur de 100 à 110 barils justement pour pouvoir donc assurer le fonctionnement de l'État et surtout racheter la paix civile comme jadis l'Algérie l'a fait depuis l'indépendance. Aujourd'hui, effectivement, l'Algérie est face à deux grands problèmes, à mon sens, bien évidemment, qui jaillissent donc sur la Tunisie et qui répercutent de par leur gravité justement sur donc le pays voisin, la Tunisie, qui malheureusement est en train aussi quelque part de rater le cloche en termes de transition démocratique. Et j'ai comme l'impression que les deux destins de nouveau effectivement se retrouvent. La question qui se pose, c'est sur le plan sécuritaire. Absolument. Comment vous voyez
l'impact sur l'aspect sécuritaire entre la Tunisie et l'Algérie, et surtout, comme ça a été échangé avec M. Naufel Ibrahimi et El Mili ici dans cette émission, lorsqu'on a posé la question sur la situation en Tunisie, il a parlé d'un coup d'État raté. Est-ce qu'il s'agit réellement d'un coup d'État raté et quel impact sur la sécurité entre les deux frontières? Alors, en fait, je disais donc dans mes premiers propos que effectivement l'Algérie aujourd'hui est en fait face à je viens d'aborder les défis économiques qui est très 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 important, donc à ne pas négliger, un défi social. On le voit très bien aujourd'hui avec les différentes manifestations qui ont lieu et qui expriment un ras-le-bol justement donc généralisé d'un peuple qui depuis plus de 60 ans est maintenu un petit peu, je dirais, entre donc les mains fermes donc d'un pouvoir unique. Au-delà bien évidemment de l'aspect un petit peu démocratique ou l'avènement de ce qu'on appelle la transition démocratique en Algérie, donc des années 90, pour sortir justement de la décennie noire. Je crois que l'Algérie aujourd'hui a besoin effectivement donc de retrouver un peu de tranquillité, de retrouver un peu de souplesse dans le traitement justement donc du pouvoir donc en Algérie, donc et pour essayer de voir peut-être l'avenir sans Bouteflika ou d'envisager l'après Bouteflika. Je pense que le problème crucial aujourd'hui pour l'Algérie, ce problème il vient se greffer, qui est bien évidemment détail, qui est très important, mais qui vient se greffer sur toute une série de problèmes, donc économique, social, je viens d'en parler, politique, je viens d'en parler, mais c'est surtout effectivement un problème qui, à mon sens, est plus important, un problème sécuritaire, d'effet de la crise qui se profile justement. Donc, de part, bien évidemment, donc je n'ai parlé du prix du baril qui s'en baisse permanent, mais sur le plan interne, l'Algérie a un vrai souci sécuritaire maintenant avec ses frontières, donc avec la Libye. L'Algérie ne souhaite pas que la Libye devienne, si je puis dire, une sorte de terrain fertile justement au va-et-vient des mouvements terroristes qui voyageraient effectivement entre les deux frontières pour tenter justement d'imposer une sorte d'insécurité régnante et complètement constante justement en Algérie. Il doit également surveiller ses frontières avec le pays. Donc l'Algérie est à cheval aujourd'hui, effectivement, est coincée, est complètement saturée entre deux frontières complètement insécurisées, donc aujourd'hui, libyennes et surtout tunisiennes. Et Monsieur Trudi, s'il vous plaît, comment vous pouvez nous expliquer cette insécurité de frontières tunisiennes avec l'Algérie? Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est bien évidemment, c'est l'explosion justement de l'État tunisien, parce qu'il n'y a plus d'État quasiment en Tunisie depuis l'avènement ce qu'on appelle communément effectivement ce printemps arabe, c'est la révolution tunisienne. Tout le monde sait aujourd'hui effectivement quels ensemble bien évidemment les véritables assises, et ceux qui étaient réellement effectivement aujourd'hui quintessence justement de cette fausse révolution encore une fois. En fait, la dernière attaque à Ben Gherben notamment vient bien évidemment en dire long sur l'absence sécuritaire et en tous les cas les difficultés à maîtriser le va-et-vient des différents groupes et groupuscules djihadistes entre la Tunisie et l'Algérie, et sans compter bien évidemment, et je ne parle pas encore spécialement du retour de quelques 1000 djihadistes, dont plus de 300 si des gens sont déjà rentrés en Tunisie, et qui ont fait d'ailleurs l'objet d'un refus total de manifestations à Tunis pour effectivement refuser le retour de ces criminels, ces décapiteurs comme on les appelle, effectivement, et sur lesquels l'État tunisien se doit bien évidemment de les considérer comme des citoyens lambda à partir du moment où ils sont porteurs ou titulaires de la carte nationale tunisienne. D'ailleurs, je rappelle que l'article 25 de l'actuelle constitution interdit justement à l'État tunisien de refuser l'entrée sur le territoire national de tout Tunisien portant la nationalité tunisienne. Le défi sécuritaire actuel de l'Algérie, auquel l'Algérie doit faire face, en fait, il y en a deux. Le premier, est essayer de maintenir le terrorisme interne, qui est encore résiduel à Alger, en Algérie, quand même le dire. On estime à peu près le nombre de terroristes encore plus ou moins recensés en Algérie, d'après les services de sécurité de l'armée notamment.
entre 1000 à 1500 personnes, hein, et qui sont essentiellement, je dirais aujourd'hui, donc concentrées ou repérées dans le nord du pays, et donc surtout dans la région de Kabylie. Donc ça, c'est donc, mais on trouve également quelques foyers résiduels donc à l'est donc du pays, c'est-à-dire à la frontière tunisienne. Et là, effectivement, ils sont beaucoup moins présents dans le sud, hein, donc du fait, bien évidemment, qu'il y a une sorte d'appel d'air qui a été fait, notamment après l'intervention française avec l'opération française Barkhane, effectivement, donc en Mali, et qui a inspiré quelques certains nombres justement donc de terroristes, basés dans le sud, effectivement, vers le Mali pour tenter de porter donc assistance à à la lutte anti-française de la présence française justement au Mali. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc, il se pose donc pour nos amis algériens. Le deuxième problème, il est davantage effectivement un problème plutôt régional, pour ne pas dire international. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, donc la frontière donc tunisienne, la crise libyenne d'abord, donc inquiète bien évidemment donc l'Algérie, donc par la frontière donc orientale. Pardon. Donc, Alger redoute surtout donc l'insurrection ou donc éventuellement donc l'utilisation donc de ces frontières pour que des terroristes puissent faire donc des va-et-vient et donc passer d'Algérie facilement vers la Libye et inversement. Et bien évidemment surtout la principale obsession de l'Algérie aujourd'hui, donc de par ces questions qui lient bien évidemment à la sécurité ou à la sécurité donc algérienne, c'est bien évidemment de protéger les installations pétrolières et gazières qui se trouvent justement à la frontière. Justement, M. Trudi, parce que là, vous êtes en train de m'amener à ma deuxième partie de cet entretien. Paraît-il comme quoi il y a une présence accrue des Américains sur la région. Absolument. Il y a une présence américaine, pardon. Il y a une présence américaine justement donc de la région. Je vais en parler après. Donc il y a une présence aujourd'hui effectivement donc également américaine donc la Tunisie. On parle même aujourd'hui effectivement de la mise en place d'un groupe de renseignement donc appartenant donc à l'OTAN, donc de renseignement donc de divers et variés. Mais bon, moi j'entends par là effectivement donc de renseignement militaire qui est en discussion depuis le mois de juin donc dernier avec la Tunisie. D'accord. Il y a surtout aujourd'hui, effectivement, donc ça a été annoncé il y a 2 jours encore par donc le président Trump, effectivement, de sa volonté, donc qui a voulu entamer un repli donc des soldats américains donc de Libye, d'Irak, qui d'ailleurs, c'est une de ses promesses d'ailleurs aujourd'hui, il est un petit peu pris donc devant le fait accompli, et donc à savoir donc sa volonté de réinstaller donc de nouveau le FRICOM donc en Libye. Pour tenter d'avoir bien évidemment un regard donc sur l'Algérie et donc de contrôler donc le terrorisme donc de Daesh, de l'État islamique on les dit car la volonté donc américaine aujourd'hui c'est donc à la fois donc tirer quintessence par donc on serait toujours caresser les Américains de pouvoir trouver justement des bases militaires durables et constantes au Maghreb, chose qu'ils n'ont jamais eu jusqu'à présent en Tunisie. Donc tout ce qui a été refusé quasiment pendant tout le règne de Bourguiba et de Ben Ali a été accordé en 2013. J'étais un des rares à la fois donc dit, signalé. Et aujourd'hui, cette base existe très bien à Ramada, donc dans le sud donc, de la Tunisie. Donc on parle aujourd'hui effectivement donc d'une présence de l'OTAN, tout simplement donc bien la récolte de renseignements avec Tunis et d'ailleurs les pourparlers paraît-il sont très avancés donc à ce niveau. Donc pour revenir à l'État donc algérien, donc en fait l'Algérie aujourd'hui son vrai le souci premier de l'Algérie c'est d'éviter justement donc d'autres attaques sur le modèle que l'Algérie a connu notamment donc en 2013, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc l'attentat de Ina Amenas, effectivement, qui a donc un groupe donc terroriste a pris donc en otage donc un groupe dissident de l'ethnie qui a pris en otage donc certaines installations pétrolières et donc l'Algérie donc on garde encore un très mauvais souvenir. Mais encore une fois, selon Alger, donc le véritable maillon faible donc en termes de sécurité algérienne reste bien évidemment la Tunisie. En fait, ce que veut l'Algérie, ou ce que ne veut pas surtout, que ce pays, donc en l'occurrence la Tunisie, ne bascule définitivement dans une logique de guerre civile. Et donc de terrorisme, je dirais donc latent, donc comme
comme c'est le cas, par exemple, en Syrie ou en Irak. Il serait à craindre pour les Algériens, effectivement, que des villes frontalières puissent être l'objet d'attaques de certains nombres de terroristes venus de Tunisie. Et ce scénario n'est pas totalement exclu aujourd'hui par les Algériens. C'est pourquoi Alger et Tunis travaillent toujours effectivement en commun, et il y a une intense coopération entre les autorités sécuritaires et de la Tunisie et de l'Algérie. Et je rappelle que même l'État, l'armée algérienne, très souvent d'ailleurs, pénètre dans le territoire tunisien, sur demande d'ailleurs des fois des Tunisiens, jusqu'à des fois 100 km et plus dans le territoire tunisien pour tenter de poursuivre ou de processer quelques éléments terroristes. Donc il y a là une prise de conscience aiguë effectivement entre les deux il y a un besoin énorme, je dirais urgentissime aujourd'hui, de rapprocher les points de vue et de travailler effectivement à la sécurisation des frontières, car la Tunisie est en train, peut-être le seul pays qu'on présente comme étant celui qui a réussi sa transition démocratique, le pays des rares, voire le seul pays printemps arabe qui n'a pas versé dans le sang, dans la guerre civile. Je pense que c'est à tort. Il y a quand même des signes aujourd'hui qui ne trompent pas. Je ne souhaite pas ça effectivement pour le pays, loin de là, mais il y a quand même des signes aujourd'hui qui ne trompent pas. Tant les difficultés sont restées, se sont multipliées, et tant la fuite en avant justement des différents gouvernements qui sont succédés en Tunisie, les deux troïques en l'occurrence, n'ont complètement échoué effectivement dans la solution des problèmes soulevés par les Tunisiens. Et on arrive à une date clé quand même, une date charnière aujourd'hui. Oui, c'est laquelle? C'est une année excellemment électorale en Tunisie. On va renouveler et le Parlement et des élections présidentielles. Et je pense que là effectivement il y a matière à voir pourquoi aujourd'hui effectivement est-ce que les Tunisiens sont à même de voter. On parle beaucoup effectivement d'abstention. On avance même d'après les premiers sondages effectués des chiffres records de jusqu'à 70% d'abstention. Encore une fois, on voit très bien que la situation 8 ans après n'a guère évolué. Et ce que j'ai vu moi effectivement pendant ces 3 ou 4 mois passés à Tunis m'a complètement conforté justement dans cette prise dans cette décision ou en tous les cas dans cet avis qu'aujourd'hui la Tunisie effectivement est carrément en train de développer sa marche démocratique, et que trop de problèmes sont aujourd'hui en suspens pour que demain on puisse effectivement par miracle électoral, on appelle bien électoraliste, régler effectivement tous ces problèmes comme ça, tout simplement en renouvelant et le Parlement et la présidence. Vous êtes un observateur, M. Trudi, vous êtes un observateur très 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 fin sur ce qui se passe au Maghreb. Et c'est votre spécialité aussi. Et on a parlé jusqu'à maintenant, on a parlé bien entendu sur cette frontière tunisienne et algérienne. Et on a vu comme quoi le peuple algérien, presque chaque vendredi, avec des millions et des millions de personnes qui sont dehors, et avec d'une manière civique, d'une manière citoyenne. Donc il n'y a pas de débordement, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a rien. Mais le peuple demande le changement. Cela veut dire qu'il ne veut pas garder les mêmes têtes qui gouvernent le pays actuellement. Dans ce contexte-là, qu'on soit clair, est-ce que les frontières ouest avec le Maroc et le conflit du Sahara risquent de subir des changements très prochainement avec ce soulèvement populaire où les décideurs algériens jusqu'à ce jour défendent la thèse du Polisario? Je ne pense pas. Je ne pense pas que cette question du RAS, en fait, de République arabe démocratique, je pense qu'elle a été envoyée un petit peu au calendrier grec pour longtemps. Tellement elle a été occultée et surmontée par d'autres difficultés, d'autres problèmes beaucoup plus épineux et beaucoup plus aigus. La question, je crois, du Sahara occidental aujourd'hui, elle fait partie bien évidemment toujours des priorités diplomatiques, politiques, voire militaires algériennes. Cela bien évidemment pour assurer un peu, garder cette volonté algérienne de toujours disputer le leadership régional au Maroc.
que j'ai appelé moi dans mon travail de thèse depuis les deux frères ennemis, mais ennemis malgré eux, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement toute la largesse et toute l'attitude de trouver une solution, négocier justement donc à ce problème. Je dirais même sans l'entremise donc de l'ONU, sans renvoyer effectivement donc ou donc de par l'envoi donc des observateurs donc je crois 3 ou 4 depuis 1990, dont le premier qui a pu effectivement peut-être donner l'espoir que donc on trouverait une solution politique. Donc je parlais donc de James Baker et donc on en connaît donc ce résultat. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, donc la question, elle est tout à fait pertinente que vous posez, mais je n'en suis pas sûr. Eu égard, effectivement, aux difficultés, aux priorités, justement, de la région aujourd'hui, qui sont éminemment sécuritaires. Donc, ça va de soi. Le Maroc a tout intérêt, effectivement, à préserver, donc, ses frontières et éviter, effectivement, toute complication, donc, avec Alger. L'Algérie reste sur cette question très susceptible, entre guillemets, et donc l'Algérie fait intervenir, jouer donc un peu l'aspect diplomatique des choses, où donc on invoquant notamment le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes, et donc l'obligation de partager. Sauf que, M. Trudi, s'il vous plaît, sauf qu'il y a quelques voix, hein, donc il faut dire telles qu'elles sont, on les entend, hein, ces voix-là, il y a quelques voix qui se lèvent, qui parlent comme quoi il est temps que ce conflit se règle rapidement parce que ça ne les concerne pas. Qui a assez duré et que l'Algérie dépense énormément d'argent là-dessus. Et qu'il y a des Algériens qui disent cet argent, il est prioritaire pour nous déjà. Oui, absolument. Mais je pense encore une fois, donc le pouvoir algérien réplique pour répliquer comme jadis le font les grandes démocraties, notamment ici en France. C'est pas la rue qui gouverne, quoi. Je veux dire, on entend très souvent donc ce type de moi ça me fait marrer parce que M. Chadri, quand même, qui a élu, c'est elle effectivement qui a mis ces personnes effectivement dans les places qui se trouvent aujourd'hui. Mais encore une fois, donc je crois que bien évidemment les Algériens parlent par donc une envie effectivement de voir leur pays donc enfin changer, quoi. Donc qu'on ferme un peu donc la page de quelques 60 ans effectivement donc de parti unique, de régime unique, donc de politique unique, et donc les Algériens ont compris. Les Algériens ont atteint un niveau très élevé aujourd'hui donc de comment dirais-je, de maturité donc politique, qui leur permet donc de pouvoir expliquer, donc exprimer donc de manière très visible, de manière très saine, très élevée, donc leur droit le plus strict, à savoir effectivement être mieux gouverné et aller peut-être vers une autre forme de gouvernance qui permettrait donc aux Algériens de en fait bénéficier en fin de compte, je dirais, de la manne pétrolière, de bénéficier de leurs richesses, donc pétrolière et gazière et pas seulement, et surtout effectivement de vivre dans un pays où ils seraient complètement épanouis parce qu'ils en ont les moyens en termes de richesse pour cela. Je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour cela, je sais pas, bon, je remarquerai quand même que c'est parce que justement les Algériens aujourd'hui n'ont pas ont atteint justement ce niveau très élevé de maturité politique à la fois par donc les événements que vous connaissez, les années 80 avec les printemps berbères, avec surtout la décennie noire, qui a donné effectivement donc au peuple algérien peut-être une forme de comment dirais-je de maturité et en même temps je dirais donc de protection contre toute forme je dirais qui donc comment dire donc toute forme de risque ou de danger qui pourrait les endoctriner donc ou permet de les entraîner dans un emprisonnement donc dans une emprise donc terroriste. Parfait. Donc, comme c'est le cas avec aujourd'hui, juste vous faire remarquer, M. Abdelatif, qu'aujourd'hui, donc si vous voyez un petit peu le nombre donc des djihadistes donc appartenant donc à l'État islamique, vous trouverez effectivement une infime minorité justement donc des jeunes algériens qui y sont effectivement affiliés. La grande majorité, elle est tunisienne et marocaine. Et marocaine. Jordanienne. Et oui. Justement, c'est une belle transition pour ma dernière question parce que tout à l'heure je l'ai posée, j'ai pas encore eu la réponse et je vais la reposer encore une fois. Est-ce que la Tunisie a subi un putsch ou pas, putsch raté ou pas, comme il a dit M. Naouf El-Ibrahimi El-Mili? Moi, je parle effectivement d'un coup d'État, donc programmé depuis très longtemps dans les couloirs donc de la CIA, donc et du service donc de sécurité nationale américaine,
C'est un coup d'État, c'est un coup d'État programmé depuis un certain temps par des forces étrangères. Absolument, par des forces étrangères, avec bien évidemment une caution française et un appui donc français politiquement parlant. Et donc l'idée, c'était effectivement donc de retourner la situation. Les Américains ayant constaté en tous les cas, on appelait à l'époque donc l'administration Bush et les ultra-évangélistes donc américains ont compris qu'ils ne pouvaient pas combattre donc l'islamisme, en tous les cas pas militairement. Donc du coup, ils se sont mis d'accord pour plutôt que de le combattre, il serait peut-être plus intéressant, plus opportun de travailler avec. C'est-à-dire d'attirer donc les islamistes un peu dans les girons américains avec certaines conditions et moyennant bien évidemment donc la prise de pouvoir par ces islamistes dans les différents pays concernés justement par ces printemps arabes. Et la Tunisie, bien évidemment, était un passage obligé vers donc la Tunisie et surtout vers l'Algérie. Donc c'est là où effectivement donc la Tunisie a pu effectivement donc très rapidement, avec bien évidemment une trahison interne. Donc on a beaucoup de trahison interne. Je rappelle ce que disait Bourguiba, toujours il disait donc je cite, j'ai construit un pays donc très donc mûrement donc sur le plan politique, sur le plan humain, un pays qui a du respect, de la respectabilité donc mondiale, un pays effectivement qui ne peut se disloquer que de l'intérieur et par l'entremise justement de ses enfants. Et c'est ce qui est arrivé justement en 2011 en Tunisie, notamment par donc la trahison donc de certain nombre justement donc de hauts dignitaires donc du régime et notamment effectivement du parti sécuritaire justement donc du pays, notamment donc je veux parler donc de l'ex donc commandant chef de l'armée donc M. Ammar, donc on peut parler également de M. Seriat, effectivement l'ex dirigeant donc le responsable justement donc de la garde donc présidentielle, donc de la sûreté donc présidentielle. Donc vous voyez, et bien d'autres bien évidemment, sans compter bien évidemment les blogueurs et les fils de cœur effectivement qui ont été largement préparés donc à qui on a donné les moyens monstres, les moyens économiques, des moyens financiers, des moyens techniques via effectivement donc les nouvelles techniques notamment d'information et de communication pour effectivement donc faire de la Tunisie donc soi-disant le point de départ d'une révolution démocratique qui n'a rien de démocratique en vérité. Elle n'a fait qu'envoyer ce pays quelques années en arrière et on en voit la situation aujourd'hui. Et comment vous le voyez ça? Comment vous l'expliquez ce retour en arrière de la Tunisie? Justement, mais c'était la résultante, c'était la conséquence directe justement donc de ces printemps. Sur quel plan? Sur le plan bien évidemment politique, sur le plan économique, et donc surtout parce que quand vous mettez en place effectivement des personnes qui sont sorties donc de prison et qui 30 ans après vous les mettez dans des postes clés justement donc de l'État, ce que j'appelle moi donc des personnes donc incompétents, doublés d'amateurs, donc à un moment donné bien évidemment vous tombez dans le petit donc le petit total. Je veux dire aujourd'hui on est en train de creuser pour aller encore plus bas en Tunisie. Parce qu'on sait très bien que les problèmes donc, de fond de la Tunisie ne pourront jamais être traités par ces personnes-là, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ni les capacités effectivement intellectuelles, et encore moins donc l'expérience nécessaire. Donc pour pouvoir donc tirer la Tunisie vers le haut, il nous faut aujourd'hui un président, ou plutôt donc un homme ou une femme d'ailleurs, providentiel en Tunisie, pétri donc de qualité, d'expérience. Et en même temps, et surtout, je dirais, de patriotisme et d'amour de pays. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, je n'en vois pas parmi les 4 ou 5 déjà personnes qui sont proposées effectivement pour les élections présidentielles. Je n'en vois pas effectivement parmi ces personnes quelqu'un qui a effectivement la qualité de tirer donc le pays vers le haut. Donc aujourd'hui, les Tunisiens en patinent et qui réclament encore une fois donc il y a quelques jours. Donc, des gens manifestés réclamant le retour de Ben Ali, en disant effectivement donc, la photo de Ben Ali. Et donc, non pas simplement regretter son départ, mais demandant effectivement avec insistance donc, le départ de celui qui a été un peu celui qui a mis donc, les islamistes un petit peu donc, à leur place et qui a protégé donc, le pays pendant plus de 23 ans donc, de son règne. Donc, aujourd'hui, oui, la situation, elle est là. Les Tunisiens, effectivement, ils sont très, très conscients justement de cela et ils regrettent amèrement. Aujourd'hui, effectivement, dire donc et au simple et donc et Ben Ali donc dehors ou dégage. Donc aujourd'hui, même l'eau, ils ont du mal effectivement à le payer. Quand on voyait la situation économique donc du pays, surtout donc je rappelle simplement que depuis 2012, la Tunisie a atteint une
donc un degré important, exponentiel, justement d'emprunt. On est à 95 000 milliards de dinars donc tunisiens empruntés donc depuis 2012. Et le dernier, effectivement, prix en date qui date de 2016, donc ils viennent de prendre justement donc le premier quart, donc de 2 milliards et demi effectivement donc de dollars. Et on n'en voit pas effectivement donc aucune amélioration. Pire encore, la situation se dégrade donc de plus en plus. Des prix augmentent jusqu'à 110-120%. Vous avez aujourd'hui des gens, des Tunisiens, j'en connais une personne, c'est une amie personnelle, qui est en fait universitaire depuis 28 ans. Elle me jurait qu'elle n'arrivait plus à manger la viande, donc que des fois, 1 ou 2 fois par mois, parce que le prix de la viande aujourd'hui est quasiment entre 25 et 30 dinars. On est passé de 9 dinars sur Benazi en 2011 à quelques 30 dinars aujourd'hui. Parfait, donc, parfait, M. Trudi. Le temps qui m'appartient par rapport à cette intervention est arrivé à sa fin. Je souhaite simplement, pourquoi pas, à suivre ce dossier de la Tunisie de près, parce que vous avez évoqué quelques points qui sont très importants quand même. Vous avez parlé de la présence américaine maintenant sur le sol tunisien. Vous avez parlé, bien entendu, de cette affaire sécuritaire entre l'Algérie et la Tunisie, mais aussi vous avez parlé aussi de ce coup, ce putsch, donc qui n'est pas manqué, comme ça a été dit par M. El-Mili. Et non, pas du tout, oui, justement, mais j'aimerais bien que M. El-Mili écoute cette contradiction par votre intermédiaire. C'est très important que les choses soient claires. Donc, il y a un coup d'État en Tunisie qui a fait laisser des plumes, d'après ce que vous dites, aux Tunisiens et au peuple tunisien. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt et à suivre. Et pourquoi pas, très, très, très prochainement aussi sur Radio Pluriel et l'émission Arc-en-Ciel. C'est Mohamed Troudi. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous, M. Latif. Barakallahu fik. Merci. Et bonne continuation. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir, monsieur. Au revoir. Arc-en-Ciel.